Ok. Du coup, pour ceux que je ne vois pas qui sont à distance, bonjour à tous. Moi, je suis Yannick Amzalak, je suis un cardiologue. Et du coup, le docteur Lemarchand m'a demandé de faire une petite présentation sur quelques notions de cardiologie du sport. S'il y a des questions, on stoppe à n'importe quel moment, ou on fait plutôt questions à la fin, vous fonctionnez comment? On fait plutôt questions à la fin. C'est comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas d'être interrompu s'il y a des trucs qui sont pas trop clairs. On fait comme ça. Alors, autorisation. Ouais, autorisation d'interruption, de polémique. Ça va le truc vivant. Vous avez entendu? Le premier participant. C'est OK pour vous, à distance? Oui. OK, ça va. Bon. Alors, du coup, moi, mon plan, je vais axer sur 4 grandes parties. D'abord, un petit peu d'électro, forcément, plutôt orienté chez l'athlète, parce qu'on verra que les modifications électriques, on les retrouve chez l'athlète, et enfin, on les tolère, certaines chez l'athlète et pas chez le sujet non athlète, sportif, on va dire amateur. Une deuxième partie qui sera un petit peu plus orientée sur la VO2 max, les indications, le déroulement rapidement, quelques limites, et ce qu'on peut en tirer comme information pour la pratique sportive ou bien dans les pathologies cardiovasculaires. Donc, on a le droit de dire la VO2 max, alors qu'il faut dire du. Oui, du. Je vais où tu vas revenir. C'est une question. Bah, par abus de langage, moi, je finis par. Les cardiologues du sport, tu dis de là, alors c'est qu'on a le droit. Comme après, certains parlent de pic de VO2 max, alors qu'en réalité, c'est une mauvaise notion, parce qu'il faut un plateau de VO2 max. Donc souvent, on dit par abus de langage, voilà ma VO2. En réalité, c'est le pic de VO2 max et ce n'est pas vraiment la VO2 max. La VO2, c'est un plateau. Et souvent, on peut continuer un peu l'effort en anaérobie pure, mais ce n'est plus le métabolisme aérobie. Et du coup, la vraie VO2, c'est le plateau de VO2, ce n'est pas le pic. Après, on peut renseigner le pic et le plateau. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, mais c'est rare. Souvent, les gens, ils s'en fichent un peu du plateau ou du pic et ils ne donnent qu'une seule valeur. Bref, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'abus de langage en cardio comme d'autres spécialités. Ensuite, quelques notions rapides d'entraînement cardiovasculaire. Et enfin, des enjeux plus de santé sur différentes pathologies, différentes spécialités, vraiment les enjeux de l'activité physique. J'ai bien mis activité physique parce que le sport, c'est un type d'activité physique, mais toutes les publications que j'ai trouvées font état d'activité physique et pas de sport spécifiquement. Même les recommandations européennes et les études, c'est souvent des protocoles qui sont très différents. Donc, on va plutôt parler d'activité physique et c'est beaucoup plus général et précis que sport, mais globalement, on comprend les enjeux du sport sur la santé d'une manière générale. Sachant, Yannick, que tu sais que j'ai intervenu 1h30 ce matin sur les bienfaits de l'activité physique, sur l'ensemble des choses, toutes pathologies confondues. On abordera un tout petit peu les maladies cardiovasculaires. Ah, peut-être que ça va être redondant alors. Ça risque d'être un peu c'est pas grave, redondant, on mais à mon coupera avis, ton avis sera relativement bénéfique. On pourra couper si vous avez déjà eu les notions avec. Je te dirai s'il y a des choses particulières, mais à mon avis, ça va être intéressant aussi. Ok, ça marche. Bonjour. Ça va, Kevin? Installe-toi, je t'en prie. Ça va bien, quoi? Oui, ça va. Alors, d'abord, le CG physiologique pour un athlète. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est un athlète. Dans les recommandations de cardiologie, donc le SC, cette année, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est la même définition, il faut pratiquer plus de 8 heures d'entraînement par semaine au-delà du premier seuil ventilatoire depuis au moins 6 mois. Donc, ça restreint très rapidement la définition d'athlète et on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un sportif comme vous et moi qui pratiquons quelques heures de sport par semaine. L'athlète, c'est vraiment une catégorie à part entière et c'est uniquement quand on a cette charge d'entraînement qui est très élevée qu'on peut voir des modifications électriques, une adaptation électrique, échographique, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais plutôt électrique, et les tolérer chez l'athlète et pas du coup chez le sujet sportif amateur. Après, on a bien sûr les athlètes élites. Élite, pour moi, c'est l'équipe de France, Jeux Olympiques, qui ont encore une charge d'entraînement supérieure, 20 heures d'entraînement semaine. Donc là, c'est vraiment les professionnels, on va dire. Pourquoi faire un ECG? C'est vrai que c'est une question simple, mais qui est tout de même intéressante. Le principal intérêt, c'est essayer de limiter les morts subites chez les sportifs. C'est un événement très rare, mais il faut savoir que 95% des morts subites
à l'effort sont d'origine cardiovasculaire. Je dis bien des morts subites à l'effort. Et 60% des cardiomyopathies sont décelables sur un simple électrocardiogramme. Donc, ce n'est pas une rentabilité énorme, mais c'est un moyen très simple et qui permet quand même de détecter une cardiomyopathie chez un sportif qui a pour projet d'en faire sa vie. Les particularités électriques, du coup, chez l'athlète, on va y revenir dans la diapo juste après, juste sur la mort subite, donc la prévalence, c'est 1 cas pour 5000 par an, donc on voit que c'est hyper rare. Plutôt l'homme, 3 à 9 pour une femme. Plutôt le sujet black, dans les recommandations, on parle, vous verrez souvent afro-caribéen, caucasien, c'est les distinctions ethniques qui permettent des modifications électriques un petit peu spécifiques. Donc, plutôt le sujet black que le sujet blanc. Et ce qui est ressorti dans les études, c'est que les sports les plus à risque sont plutôt le basket et le football. Alors, je n'ai pas l'explication précise. J'imagine que c'est parce que le football, c'est le sport le plus pratiqué au monde. Donc, j'imagine que globalement, il y a plus de footballeurs que de joueurs de volley. Et le basket, il y a certains qui avancent une explication. Les gabarits des basketteurs sont tels, 1m90, 2 mètres, pour pouvoir être à un niveau international. Et du coup, probablement qu'il y a un petit peu plus de syndrome de Marfan qui passe inaperçu dans cette catégorie de population, alors que chez les triathlètes, c'est rare les sujets qui font 2 mètres, 2m10, et probablement, enfin, c'est une des explications, mais je n'ai pas vu d'études spécifiquement là-dessus. Encore une fois, c'est les sports qui en ressortent, mais je ne sais pas précisément les explications. Globalement, ce qui est très important à retenir pour tout le monde, qu'on fasse de la cardiologie ou pas, c'est qu'avant 35 ans, là, c'est souvent des cardiopathies hypertrophiques, donc des cardiopathies génétiques. Donc la première cause, c'est qu'on ne la connaît pas. Ça, il ne faut pas oublier quand même, dans la plupart du temps, on ne retrouve pas la cause. Quand on la retrouve, c'est souvent une cardiopathie hypertrophique avant 35 ans. Et après 35 ans, donc c'est vraiment jeune pour la population générale. Pour un sportif, c'est senior déjà. Même en athlétisme, on est déjà senior dès 25 ans, je crois. Donc on est vraiment rapidement considéré comme vieux. Et du coup, dès 35 ans, pour la population générale, c'est la cardiopathie ischémique qui représente 80% des cas de mort subite. Donc à partir de 35 ans, tout de suite, on s'oriente plus sur la coronaropathie. Voilà la publication qui fait foi actuellement sur les modifications électriques tolérées chez l'athlète. Donc, c'est une étude qui est parue dans Circulation en 2019. C'était Chèque. Et il y a aussi 2 Français, Carré et Schnell, qui ont participé à cette ROCO. Et du coup, voilà ce qu'on peut retenir, les constatations. Vous voyez la souris ou pas, les personnes à distance? Allô? Est-ce que vous voyez la souris ou pas? Oui. Et en fait, il y a des gens qui sont à distance en télé. Oui, on la voit. Ok, ça roule. Du coup, pour l'ECG normal, qui est toléré chez un athlète, on a bien vu la définition de l'athlète, c'est un bloc droit incomplet. Ce qui est très intéressant, c'est la repolarisation chez les afro-caribéens, donc des troubles de la repolarisation avec des ondes T négatives qui peuvent aller jusqu'à V4. Donc, dans le précordium, jusqu'à V4, contrairement à un sujet blanc où au-delà de V1, c'est pathologique d'avoir des ondes T négatives. Donc, on tolère chez l'afro-caribéen, athlète, jusqu'à V4 ondes T négatives. Sujet jeune aussi, on peut aller jusqu'à V3, moins de 16 ans chez les enfants. Bradycardie, bien sûr, même arythmie sinusale. Rythme jonctionnel, souvent vous verrez des ECG d'athlètes sans activité atriale, donc en rythme jonctionnel pur. BAV1, même BAV2, premier degré. Ensuite, quand on commence à avoir des anomalies qu'on va considérer comme intermédiaires, ça nécessite un bilan cardio avant une autorisation de pratique de compétition. Du coup, c'est la déviation axiale gauche, l'hypertrophie atriale, la déviation axiale droite. Je rappelle, déviation axiale, c'est hémibloc antérieur gauche, hémibloc postérieur gauche. Et le bloc droit complet. Donc, ce n'est pas une anomalie qui est rédhibitoire, le bloc droit, le bloc gauche, c'est dans le rouge, mais le bloc droit, c'est un critère qui
quand on le combine à un deuxième dans les critères orange, il faut faire un bilan cardiovasculaire. Dans les constatations vraiment de pathologiques, même chez l'athlète, donc le bloc gauche, bien sûr, des ondes Q nécreuses, des QRS qui sont très larges, hors bloc droit, une onde epsilon, donc une préexcitation, un QT long, un aspect brugada, une bradie très profonde, à moins de 30, c'est souvent le stigmate d'une dysfonction sinusale, d'une insuffisance chronotrope sévère, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la charge d'entraînement majeure. Un BAV vraiment très très long, donc un BAV1, c'est un PR à plus de 200, là, quand on dépasse les 400, c'est vraiment très suspect. Un BAV2, Mobitz 2, Mobitz 1 est toléré. BAV3 évidemment, et des extrasystoles ventriculaires, il en faut plus de 2 sur un ECG lambda. Donc si on fait 2 extrasystoles sur un ECG, on peut imaginer que sur 24 heures, on a une charge, si en 10 secondes on fait 2 ESV, on peut imaginer qu'en 24 heures, on a une charge en ESV vraiment majeure, donc une instabilité ventriculaire qui est suspecte. Et là, du coup, il faut vraiment faire un bilan qui est beaucoup plus costaud avec IRM cardiaque, VO2, écho d'effort. On ne peut pas signer un certificat quand on a des anomalies électriques, même chez un athlète. Voilà quelques illustrations. Donc une bradie, on voit, elle est vraiment majeure. Hein. C'est surprenant de voir un électro comme ça si on ne sait pas que le patient est un sportif et un athlète. Voilà pour le BAV1, donc allongement du PER qui est important, mais inférieur à 400 quand même. Un BAV2 Mobitz 1, donc on voit l'allongement du PER qui s'allonge au fur et à mesure et qui bloque une onde P même, mais c'est bien du Mobitz 1, donc avec du Luciani-Wenckebach. Une repolarisation précoce, donc ça c'est bien défini, il y a 2 aspects qui ont été décrits par Eiseiger à Bordeaux, donc slurred, qu'on voit ici, et notch. Donc c'est une ascension du point J et un aspect en pente, comme ça, donc slurred, ou bien un notch, c'est une petite onde. Donc une ascension du point J, ce n'est pas un sus-ST, ce n'est pas une onde de par 10, c'est une repolarisation précoce, c'est souvent en inférieur, donc D2, D3, AVF, et latéral, V5, V6. C'est la localisation typique de la repolarisation précoce. Vous voyez, on ne le voit pas en V1, en V2, en V3, on voit en inférolate. Donc, repolarisation précoce, tolérée, pas de problème chez l'athlète. Des ondes T négatives, donc ça c'est le plus fréquent hein, quand même, qui peut gêner les gens qui ne font pas trop de cardiologie du sport, c'est les troubles de la repolarisation, et ça peut être gênant à juste titre, mais donc là on a des ondes T négatives en D3, ondes T négatives en AVF, et dans le précordium, on n'a que en V1, et rien dans le reste du précordium. Donc, ok. Là, il faut savoir que le patient est black, du coup, on peut tolérer des ondes T négatives. Là, on voit que ça descend jusqu'à V3, ce qui serait pathologique pour un sujet blanc et pas pour un afro-caribéen. On peut se faire mettre combien de dérivations, pardon jusqu'à V4. Jusqu'à V1 à V4, c'est le sujet noir. Et voilà. c'est le sujet caucasien V1. Un seul. Que V1. Non, ce n'est pas un seul, c'est V1 uniquement. Ah, V1 uniquement. Si c'est V2 uniquement, c'est pathologique. V2 plat, ouais. Tachycardio. Ouais. V1 négatif, D3 ou AVF négatif. Donc, tous les sujets que tu nous montres, nous, médecins du sport, on n'est pas cardiologue, on le met dans le compte-rendu et on ne fait rien d'autre que le suivi habituel. Exactement. Chez un sujet black qui a une repolarisation qui est affreuse, hein, comme ça, on voit ça, si on ne dit pas que c'est un athlète afro-caribéen, ça va vite fait un bilan cardio, okay. Mais chez un athlète black, aucun problème. S'il n'est pas athlète. Asymptomatique, évidemment. S'il n'est pas athlète, bilan. J'ai dit athlète, plus de 8 heures d'entraînement semaine au-delà du SV1, c'est-à-dire que ça ne contenait pas les échauffements. Hein. C'est-à-dire que c'est 8 heures au-delà du premier seuil. Donc c'est vraiment très costaud, c'est-à-dire que c'est un gars qui fait 10-15 heures de sport par semaine. Et là, pardon, quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Bah, au niveau... On dit qu'il ne fait pas de footing, c'est peut-être caricatural, mais bon. Bah, en théorie, ce n'est pas distingué sur les efforts concentriques, excentriques, endurance, dans la définition endurance, parce que globalement, il sera en dessous du SV1, à mon avis, en haltérophilie. Exact. La montée de fréquence n'est pas la même, le remodelage cardiaque n'est pas le même du tout non plus. Donc, globalement c'est plutôt sport d'endurance. Voilà. Okay.
Donc là, on voit vraiment, ça c'est une CMH, donc ça c'est la première cause de mort subite chez le jeune. On voit la repolarisation, elle déborde beaucoup plus loin que V4, elle va jusqu'à V6, avec des ondes très négatives. Donc là, cardiopathie hypertrophique. Onde epsilon dont je vous parlais, donc ça c'est pour la DAVD. Aspect de Brugada, pour ceux qui en ont déjà vu, Saddleback, donc avec un petit SUST en sel, hein, c'est pas le SUST de la repolarisation précoce en inférolate de tout à l'heure, c'est un SUST en sel. Donc, et une préexcitation, donc on voit une onde delta ici, un crochetage dans la branche ascendante du QRS, c'est une préexcitation ventriculaire, donc c'est un Kent. Pareil, le QT est trop allongé, donc pas facile de mesurer bien un QT, hein, c'est vraiment, il faut prendre le temps. Et donc 470 pour la femme, 460 pour l'homme, donc là il est vraiment beaucoup trop long. Voilà pour les quelques notions électro. Si on vient sur le deuxième point, parler un petit peu de la VO2, je ne sais pas trop ce qui a été évoqué sur les autres topos. L'unité métabolique dont on parle souvent, c'est le MET. Donc, le métabolisme de base, c'est 3,5 ml/min de VO2, c'est 1 mètre. Pour donner un exemple, quand on marche très rapidement à 7 km/h, on dépense à peu près 4 mètres en équivalent métabolique. Les grandes indications de la VO2, c'est pour la rééducation cardiaque. On en fait une à l'entrée et à la sortie pour comparer la progression des patients qui ont une cardiopathie, qui ont été opérés. Vous pouvez en voir aussi pour les médecins du sport, les MPR, pas que, et les cardios pour de l'entraînement, des gens qui n'ont aucun problème de santé, mais qui veulent guider leur entraînement pour du loisir ou de la compétition. Ils veulent connaître leur VO2, leur seuil pour guider leur entraînement. Nous, en cardio, on voit aussi pour du suivi de patients insuffisants cardiaques, hein, qui ont vraiment une cardiopathie très sévère avec une FEVG qui peut être effondrée, mais ça permet d'évaluer la sévérité de la cardiopathie, voire discuter d'un bilan pré-greffe quand on a des VO2 qui sont effondrés. Le cutoff, c'est à peu près 12 ml/min de plateau de VO2. C'est vraiment effondré, et là, on commence vraiment à évoquer la greffe si on est jeune, c'est-à-dire moins de 65 ans. Dans le suivi de cardiopathie congénitale aussi, ça peut donner des informations importantes sur l'évolution d'une cardiopathie quand elle n'a pas été opérée, ou même quand elle a été opérée pour reposer une indication chirurgicale. Donc même chez les enfants, les VO2 peuvent être indiqués. Et parfois, d'autres bilans un petit peu plus flous, des bilans de dyspnée, on n'arrive pas à faire la part des choses chez des patients entre l'origine cardio, respi, les limitations musculaires périphériques. On ne sait pas trop faire la part des choses, et la VO2 peut apporter quelques infos. Les paramètres analysés, on ne va pas trop traîner dessus, mais c'est l'adaptation cardiaque, l'adaptation vasculaire, voilà ce qu'on peut retrouver comme paramètres sur la VO2. Bien sûr, les informations pulmonaires, on fait des boucles débit-volume on fait une spiro avant de démarrer la VO2. Parfois, dans les laboratoires, moi je ne fais pas ça en pratique courante, ni le dosage des lactates, ni les gaz du sang, ni même la saturation artérielle, mais dans certains labos, vous pouvez entendre parler de ça. Et du coup, oui, on a aussi les seuils ventilatoires, bien évidemment le plateau de VO2 et le quotient respi, donc pour évaluer le côté maximal de l'effort quand le quotient respi grimpe. La rééducation cardiaque, donc c'est une définition qui est super ancienne. Vous voyez, OMS 1993, j'ai retrouvé ça. L'ensemble des activités nécessaires pour influencer favorablement le processus évolutif de la maladie, ainsi que pour assurer aux patients la meilleure condition physique, mentale et sociale, pour qu'ils puissent, par leur propre effort, préserver ou reprendre une place aussi normale que possible dans la vie de la communauté. Je trouvais vraiment génial cette définition. Elle est loin des carcans cardiologiques purs, et pourtant, elle prend vraiment son sens. Donc, on ne rééduque pas que le corps, on rééduque vraiment tout le bonhomme. D'ailleurs, on voit beaucoup d'indices de qualité de vie qui sont pris dans les études, qui sont pris en compte. Le niveau de preuve, on voit qu'il est 1A, donc on ne peut pas faire mieux. Après pontage ou toute chirurgie cardiaque, un remplacement de valve, pontage, même après infarctus, revascularisé par angioplastie, dans les recos de l'ESC 2018, niveau 1A. Donc c'est le top de la recommandation. Et pourtant, malgré ce niveau maximal de preuve, un patient sur deux bénéficie d'un programme de réadaptation cardiaque en Europe après un infarctus. Donc on voit que on n'est vraiment pas très bon, quoi.
les patients qui ont suivi un programme d'éducation thérapeutique au sein de la RCV, à 4 ans, font 2 fois moins d'accidents cardiaques et ont 2 fois moins d'hospitalisation. Donc, on voit que c'est très rentable. Et après un infarctus, 6 semaines, hein, globalement, c'est souvent le temps de la rééducation cardiovasculaire, la RCV. 95% des patients ont repris une activité professionnelle et 92% ont amélioré leur qualité de vie. Donc, très rentable et pourtant sous-utilisé, malgré un niveau de recommandation majeur. On est tous choqués quand on ne voit pas de cardégique dans le traitement sur l'ordonnance d'un patient qui a eu un infarctus, mais on n'est pas choqué quand il n'a pas eu de rééducation cardiaque après une angioplastie ou après des pontages. Et pourtant, c'est le même niveau de preuve. Le bilan initial, donc je vous ai dit que c'est une VO2 en réédu, qui a une écho, un test de marge de 6 minutes, des paramètres biométriques qu'on monitore, et on regarde un peu le vasculaire. La VO2, j'ai juste remis ici quelques petites formules. On peut essayer de prédire, ça peut vous aider si vous faites de la VO2. Sur tapis, on peut prédire la VO2 en faisant 3,5 fois la vitesse. Donc, soit la vitesse maximale aérobie, soit la VMA, mais même à n'importe quel moment de l'épreuve d'effort, on peut vérifier que notre machine est bien calibrée en faisant cette formule-là. Et sur vélo, c'est une formule un petit peu plus complexe, mais qu'on peut utiliser. Vous verrez que c'est important quand même de prédire ça, parce qu'on a affaire on peut avoir affaire à des patients grabataires de 75 ans, insuffisants cardiaques, qui vont aller sur le tapis à 3 km/h, comme des athlètes qui vont courir à 19 km/h. Donc, le protocole est vraiment très personnel et il faut savoir à qui on a affaire et pas se rendre compte qu'on s'est trompé de protocole au milieu de l'épreuve d'effort. Voilà, globalement, une diapo qui résume un petit peu les courbes. C'est une des courbes sur les graphiques de Wasserman, il y a 9 grands graphiques, donc je parle juste de la vision globale pour se rendre compte qu'on a 2 seuils. Le premier seuil ventilatoire, on parle de seuil d'adaptation, seuil aérobie, et le deuxième seuil ventilatoire d'inadaptation, on commence à avoir une dette en oxygène majeure, le SV2. Donc retenez SV1, SV2, et après au max, on finit par avoir un plateau de VO2, et donc on a notre pic de VO2 max qui correspond à une vitesse maximale aérobie qui elle-même correspond à une fréquence cardiaque maximale. Sur les dosages de lactate, historiquement, on dit que c'est à peu près 4 mmol de lactate émis pour le SV2, 2 mmol pour le SV1. Ça ressemble à peu près... Ah, c'est bizarre, ça a tourné. Je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est inversée, elle s'est retournée. Mais... Donc voilà, vous voyez à quoi ça ressemble rapidement. On a vu le masque de VO2 sur tapis, on peut le faire sur vélo, on peut faire quand on est équipé dans certains laboratoires sur rameur, en piscine, enfin bref, quand on a du matériel différent, globalement, le plus fréquent, c'est sur vélo, sur tapis. Du coup, les bénéfices, on en a un peu parlé sur la mortalité à 12 mois, la réhospitalisation, la récidive d'infarctus, les facteurs de risque, sur le côté psychologique. Donc là, il y a pléthore d'études qui montrent les bénéfices d'une rééducation cardiaque. Ça, c'est la classification de Mitchell, qui est intéressante à garder dans un coin au bureau, parce que pour les patients qui ont une cardiopathie, on verra qu'ils ne sont pas autorisés à faire tous les sports. Donc cette classification a le mérite d'exister, elle est loin d'être exhaustive et loin d'être extrêmement précise, mais c'est une aide pour classifier selon la composante dynamique, qui est reflétée en pourcentage de VO2. Donc on voit très peu dynamique, c'est moins de 40%, dynamique modérée, et très dynamique, c'est plus de 70%, et une composante statique. Donc là, c'est en capacité max, on voit que le plus exigeant sur la composante statique, on parlait tout à l'heure de l'haltérophilie, c'est globalement l'exemple caricatural. Et à l'opposé, le plus exigeant sur une composante dynamique, c'est le triathlon, donc c'est le sport ou le cyclisme qu'on verra le plus souvent chez les sportifs. Juste le coût d'une rééducation cardiaque, c'est vraiment pas très cher, c'est estimé à peu près à 1 500 €. On voit que c'est presque ridicule à côté d'un TAVI, de 20 000 €, d'un défibrillateur qui fait une resynchronisation cardiaque, 17 000 €, d'un défibrillateur, 15 000 €. Donc on voit que c'est vraiment pas cher en fait une rééducation, et pourtant c'est ultra rentable avec un bénéfice rendu majeur pour les patients.
L'entraînement cardiovasculaire, du coup, quel type d'entraînement? En rééducation cardiaque, donc pour un patient insuffisant cardiaque, je vous dis, c'est à peu près 6 semaines, 3 séances d'entraînement par semaine, souvent des demi-journées, sur vélo, sur course à pied, et souvent on s'entraîne autour du premier seuil ventilatoire. On bénéficie en plus de la rééducation cardiaque de consultations diététiques, de cuisine, psychologue, tabacologue. On a accès à d'autres professionnels de santé et de l'éducation thérapeutique, ce qui fait une prise en charge globale. Pour les sportifs que vous pouvez voir qui veulent faire des sports d'endurance, déjà, il faut comprendre quel est le projet du patient. Est-ce que c'est un sportif loisir, du coup, qui va faire à peu près 3 entraînements par semaine, un bon niveau, un élite, qui va faire l'entraînement biquotidien, ou un professionnel qui peut faire l'entraînement tricotidien. Donc, on a parlé, par exemple, tout à l'heure, les sportifs des Jeux Olympiques ou sportifs pro équipe de France peuvent faire des entraînements en sport d'endurance tricotidiens. Donc, on voit que ce n'est pas du tout la même charge d'entraînement qu'un sportif loisir. Déjà, les bases à rappeler, c'est assez bien résumé sur une diapo que je vais vous montrer après, sur les conseils, les règles d'or de cardiologie du sport. Commencer par un échauffement musculaire, articulaire et cardiovasculaire, donc c'est assez bien stratifié. Signaler tous les symptômes, ce que les sportifs ont tendance à ne pas faire, à ne pas signaler des douleurs thoraciques, des dyspnées inhabituelles, voire même un malaise. Ils peuvent mettre ça sur le compte d'un effort extrêmement intense. En réalité, ce n'est pas du tout habituel d'avoir ce genre de symptômes à l'effort. Sauf s'il est diabétique. Même quand on est diabétique, on ne doit pas avoir de douleur thoracique à l'effort. Non plus. Non, on ne fait pas de malaise hypoglycémique à l'effort. On baisse un tout petit peu sa glycémie sur des efforts vraiment très prolongés, mais on ne doit pas avoir d'hypo sur un effort court. On ne doit pas avoir de malaise hypoglycémique à l'effort. Pas de cigarette 2 heures avant et 2 heures après un effort, éviter les produits dopants, les anti-inflammatoires. Ça aussi, c'est très important. Pas de sport en cas de syndrome pseudo-grippal. Souvent, il y a une idée préfaite, je ne sais pas trop d'où elle vient, que quand on est un peu malade, qu'on a un peu de fièvre, on va courir un peu, on va faire un footing et on va éliminer un petit peu toutes les toxines, tout ça, et ça ira mieux. Pas du tout. Il y a une étude qui a montré qu'il y avait une équipe de nageurs élites qui est allée faire un stage en Norvège pendant 3 semaines, donc très haut niveau, en charge d'entraînement majeure quotidienne. Il y avait un des sportifs qui a eu la grippe, la vraie grippe, 40 de température. Il a fait les entraînements, il a filé à ses petits copains, bref, il y en avait plusieurs qui ont eu la grippe, ils se sont entraînés beaucoup. Il y a eu 9 morts sur les 28 athlètes dans les 2 mois qui ont suivi le stage. Du coup, ils ont fait des autopsies, ils ont vu qu'en fait, la grippe, un virus avec une réponse systémique, je parle, pas un virus avec une réponse systémique, et peut causer des myocardites quand on s'entraîne à très haute intensité de manière prolongée avec une virémie assez importante. Donc, risque de myocardite. Donc, on ne fait pas de sport quand on a de la fièvre d'une manière générale. On dit à tous les patients, pas de sport pendant au moins 1 semaine après un épisode fébrile. Oui, pour la reprise après le coronavirus, il y a des recommandations progressives, c'est ça? Au début, on est un peu tranquille, on augmente progressivement l'intensité en 1 ou 2 semaines selon la gravité du coronavirus. Et ça ressemble à la grippe? On peut comparer, faire les mêmes choses? Oui, bien sûr. Effectivement, le Covid, c'est un virus avec une décharge immunologique majeure au niveau systémique. Du coup, pas de sport pendant la phase active du Covid. Quand on a de la fièvre, encore 1 semaine à la fin de l'état fébrile, on ne fait pas de sport. Et après, on reprend, comme tu as dit, progressivement. Alors, on parle pour les patients qui ont des formes non sévères, reprise progressive de l'activité sportive et après sans limite particulière. Pour ceux qui ont une atteinte pulmonaire, là, on rentre dans un cadre beaucoup plus spécifique, voire des Covid longs avec des séquelles pulmonaires importantes. Là, on en voit, moi en tout cas, j'en vois, c'est vrai, quelques-uns, et ça commence à être de plus en plus de patients qui étaient sportifs de très bon niveau et qui ont eu un Covid avec un petit peu d'oxygène 48 heures et qui rament pendant plusieurs mois et qui ne retrouvent pas du tout leur capacité antérieure. Donc, il n'y a pas d'études, mais il y a pas mal de protocoles qui ont été proposés. Ça rentre dans le cadre
du réentraînement cardiovasculaire progressif, et on voit des bénéfices en faisant ce type de protocole. Mais du coup, une personne saine, contaminée, asymptomatique, pas de bilan cardio, reprise progressive après une semaine. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Une personne symptomatique, saine, reprise du sport. Symptomatique, ça veut dire quoi pour toi? Syndrome pseudo-grippal, pas d'hospitalisation, pas de facteur de risque, d'évolution naturellement favorable en moins d'une semaine. Oui. Faut-il un bilan cardio? Non. Pas de bilan cardio, pas de consulte cardio, pas d'épreuve d'effort. Reprise progressive. Okay. À partir du moment où il y a une hospite, là, il y a une consulte cardio de toute façon. Ouais, et puis souvent, on ne reprend pas du tout comme on a repris après une hospite. Enfin, après, moi, j'ai peu de recul, mais les patients que j'ai vus qui ont été hospitalisés, même hors réanimation, évidemment, ceux qui ont été ventilés mécaniquement, voilà, on les voit d'ailleurs très rarement en consulte cardio. Mais ceux qui ont eu une hospite, on peut considérer comme une forme intermédiaire, 48 heures d'oxygène, ça on en voit pas mal. Et en fait, souvent, il y a une reprise qui est très laborieuse, très difficile et très décourageante. Et du coup, là, ils finissent par être adressés chez le cardio parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'a pas un problème cardiaque? Souvent non, mais il a un mécanisme de désadaptation, mais vraiment majeur au niveau cardio, pulmonaire, musculaire. Je ne sais pas expliquer exactement les mécanismes, je n'ai pas trop vu d'études sur le sujet, mais par contre, il y a beaucoup de cardiologues du sport qui commencent à proposer des protocoles pour les Covid longs et pour la reprise du sport chez les patients qui ont une forme symptomatique intermédiaire Covid. D'accord. Juste pour finir, parce que c'est polémique et on en parle, vaccin et cardio-myopathie sport. Moi, je déconseille de faire du sport intense dans les 48 heures après une vaccination anti-Covid. Pareil, pour toujours le même risque de myocardite qui n'est pas très... Enfin, qui est pas avéré. Ce n'est pas comparable à un état fébrile, mais on peut avoir quand même des réponses immunologiques très importante. Encore une fois, dans ce sujet-là, il y a des gens qui n'ont aucun symptôme après leur vaccin. Il y en a d'autres qui sont au lit pendant 2 jours avec des frissons et de la fièvre. Donc, c'est dur de prédire la réponse immunologique individuelle, mais on peut dire que par précaution, encore une fois, je ne me base pas sur une étude, je déconseille de faire du sport à haute intensité. Je pense qu'on peut se calmer pendant 2 jours, laisser la réponse immunologique, de la fabrication d'anticorps et la réponse immuno au vaccin agir, avoir peut-être de la fièvre, peut-être pas de fièvre, peut-être des courbatures, peut-être pas de courbatures, mais par précaution, je dirais de ne pas faire de sport le jour, le lendemain et le surlendemain. Et après, un peu à distance, reprise de l'activité sportive sans limite. D'accord. Et ici à La Réunion, parce que c'est peut-être une déformation de surspécialité, si je puis dire, mais je dis toujours attention à la chaleur, à la déshydratation. Est-ce que pour toi, c'est systématique? Bien sûr. C'est vraiment un facteur aggravant conséquent, ou est-ce que c'est... C'est majeur. On regarde d'ailleurs même... C'est majeur. On regarde même sur le... Un petit footing dans le froid, c'est moins néfaste qu'intensif dans le chaud. En fait, les deux peuvent être dangereux. Les températures extrêmes d'une manière générale. On voit d'ailleurs dans les règles d'or, il y a un item température extrême, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'évite les activités intenses par les températures extérieures, moins 5 degrés, plus de 30. Donc ça, à La Réunion, c'est très facile. C'est quotidien. 32... Ah ben oui, c'est tout le temps. C'est presque tout le temps. Et pourtant, on ne se rend pas compte. Mais là, par contre, il y a beaucoup d'études sur la baisse de rendement selon les températures. Ça, on en voit beaucoup. On perd... aucun doute là-dessus, Ah oui, on perd 10% tous les 2 degrés à partir de 14 degrés. Donc, c'est vraiment on a une chute drastique des performances. À mon avis, c'est le principal facteur de performance. Facteur. Ah bah, bien sûr. On a les records, par exemple, sur triathlon et tout, ça se fait à 12-14 degrés. 15 degrés, c'est le top. Au niveau rendement, on ne dépense pas d'énergie à se réchauffer ou à se refroidir. Et effectivement, nous, en métropole, il peut y avoir des températures extrêmes vers le froid, ou même en canicule pendant l'été. Et effectivement, il y a une déshydratation majeure, il y a une contrainte cardiaque, musculaire, des risques de déshydratation. Bien sûr, ce n'est pas contre-indiqué de faire du sport, mais il faut juste, on va en parler après, adapter complètement son hydratation, sa nutrition, sa gestion de l'effort est radicalement différente et les chronos et les performances sont aussi pas les mêmes. Il y a une adaptation? Oui, tout à fait, il y a une adaptation, mais en fait, tous les mécanismes sont exponentiels à plus de 30 degrés. C'est-à-dire que les mécanismes qu'on a le temps de voir venir et de ressentir, à plus de 30 degrés, dès 30 minutes, on peut avoir une dérive. On va en parler après, ne vous inquiétez pas, il y a pas mal de trucs là-dessus, mais on peut avoir des mécanismes vraiment très précoces,
à 30 degrés. Donc voilà, la question tombe à pic. Quelques petits mots que j'ai jugé intéressant de mettre sur l'hydratation et la nutrition, globalement pour les sportifs. On peut garder en tête que l'hydratation optimale, c'est au moins 500 ml heure, voire 1 litre heure dans certains efforts. Là, on est en train de parler des efforts à plus de 30 degrés, par exemple des courses marathon des sables, des machins comme ça, où là, ils courent toute la journée à les températures 40 degrés, ils montent à plus de 1 litre heure. Mais bon, on ne parle pas non plus de cas extrêmes. On va dire que la base, par contre, ce qui est vraiment pas fait, c'est la limite inférieure de 500 ml/h. Ça, c'est vraiment un minimum, quel que soit, même à 15 degrés, on va dire on est au mieux. Il faut quand même boire pour éviter les dérives cardiaques, on va en parler après. De manière très rapprochée, ça aussi, c'est un concept qui est, quand on se met au sport ou quand voilà, on n'a pas trop de notions, on va boire 500 ml au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure. Non, c'est beaucoup plus rentable de boire des tout petits volumes rapprochés que de boire un gros volume, que de boire 500 ml tous les heures, même si on est dans le volume global correct. Mais en fait, il faut boire toutes les 7-10 minutes. C'est le plus rentable. Une grosse gorgée. Idéalement, la solution isotonique, donc ça c'est très intéressant, on ne boit pas de l'eau plate, c'est pas aussi hydratant et rentable dans un effort d'endurance. Donc on boit des solutions isotoniques qui sont isosmolaires au plasma, hein, et donc qui permettent d'hydrater beaucoup plus que de l'eau plate. En plus de l'eau, il y a des sels minéraux qu'on perd dans la transpiration. On perd 99% d'eau, mais on perd les 1% de sel, de Na+, de potassium, de magnésium. En fait, sont responsables des grands maux qu'on a à l'effort d'endurance. Donc, solution isotonique beaucoup plus intéressante, ou bien du mixte. Souvent, les gens qui font du très très long, ils sont un peu écœurés par des solutions un peu sucrées. Donc, des flasques de solution iso, des flasques de plate. La nutrition, on est en train de parler dans des efforts d'endurance à longue durée. Au minimum 50 grammes de sucre par heure. Donc ça, c'est le meilleur rendement, je suis en train de parler, pour avoir la meilleure performance. Bien sûr, quand on va faire un footing de 30 minutes, ça ne sert à rien. On n'a pas de risque de glycémie qui chute, ou les stocks sont suffisants pour aller faire des efforts courts. Là, on parle de long. Plus l'effort est long, plus les sucres à index glycémique bas sont intéressants pour éviter les yo-yo glycémiques qui fatiguent l'organisme. Plus l'effort est long, plus la filière lipidique sera privilégiée, on va voir ça aussi. Et bien sûr, toutes ces alimentations, nutrition, hydratation est à tester avant les efforts, sinon on peut mal tolérer. Alors, juste parce que hier, j'ai fait un gros topo sur la nutrition. Plus l'effort est long, plus la filière lipide en fait, sera privilégiée dans le métabolisme. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'avaler. Non, mais il faut quand même en avaler. Pourquoi? Effectivement, les stocks les stocks lipidiques, donc on le voit juste après. Voilà, les stocks lipidiques, on en reparle juste après. On en parle après. J'ai mis une petite diapo dessus et c'est super intéressant. Du coup, ce que j'expliquais, la dérive cardiaque, c'est un phénomène qui peut apparaître très précocement par des températures extrêmes dont parlait Bruno, où en fait on a une élévation de la fréquence cardiaque sans augmenter l'allure, la foulée, la vitesse ou la puissance. Donc à vitesse fixe, on peut voir que dès 30 minutes, généralement un petit peu plus loin, on a la fréquence cardiaque qui monte, sans même qu'on accélère le pas. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir une déshydratation, et du coup, on ne peut plus être fiable au niveau d'un cardiofréquence-mètre et bien utiliser les seuils qu'on avait prévus durant la course. Donc, pour compenser ça, il faut s'hydrater comme on a dit, vraiment abondamment, plus de 500 à 750 ml/h. Bien sûr, ce n'est pas le seul mécanisme de fatigue. La fatigue, c'est vraiment plurifactoriel. On a aussi des modifications neurohormonales qui viennent expliquer la fréquence cardiaque qui peut monter et le volume d'éjection systolique qui va se casser la figure au fur et à mesure. Mais globalement, on retient, avec l'équation de Fick, la VO2, c'est le volume d'éjection fois la fréquence cardiaque. L'extraction intraveineuse d'oxygène, on met ça de côté. Donc, pour maintenir un débit ou une VO2 fixe,
quand on se déshydrate, donc on transpire, comme tout le monde à l'effort, donc que le VES baisse, pour maintenir un VO2 ou un débit fixe, le seul moyen qu'a l'organisme, c'est de monter la fréquence. Donc, si on ne veut pas que le volume d'éjection systolique baisse, il faut s'hydrater très abondamment pour que la fréquence cardiaque reste stable et notre débit stable. C'est à peu près clair ou non? Oui, parfait, merci beaucoup. Juste oui, bien sûr. La récupération, c'est vrai que souvent on a des questions là-dessus et moi je suis souvent, au début je connaissais pas trop, du coup je me suis un petit peu renseigné pour pas dire trop de bêtises aux sportifs qui demandent un petit peu des infos là-dessus. Les enjeux, élimination des déchets métaboliques, ça c'est très, très discutable. En réalité, en regardant les études, c'est presque faux en fait. Souvent les gens ils disent oui, je vais faire un footing pour éliminer un petit peu les toxines, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est dans tous les topos, c'est tout le temps là, mais en réalité, tous les déchets métaboliques, on ne les élimine pas le lendemain, mais c'est vrai qu'on a un ressenti d'être mieux quand on va faire un footing de récup après un effort très violent. Reconstitution des stocks, ça par contre, c'est vrai que la nutrition après des efforts longs, en glucides, lipides, protéines, ça c'est capital et ça se joue en récup. Et ça permet du coup d'optimiser les séances suivantes. C'est vrai que la récupération, c'est capital pour suivre un programme d'entraînement, parce que ça ne se joue pas sur une séance, ça se joue sur des dizaines et des dizaines de séances. Donc, pour ne pas avoir trop de séquelles, d'une séance à l'autre, il faut faire une bonne récupération. Il y en a même qui disent que la progression, ça se fait pendant la récup, ça ne se fait pas pendant l'effort. Réparation des lésions micromusculaires, permettre du coup une surcompensation, ce qui est un des objectifs de l'entraînement, en évitant blessures ou risque de surentraînement. Du coup, souvent, on dit la récup, ça se fait en endurance fondamentale, immédiatement après l'effort. Ça, c'est vrai que c'est un paramètre qui est super intéressant. On voit d'ailleurs les sportifs de très haut niveau, ils ont fini une épreuve vraiment majeure. On se dit que c'est quelque chose déjà de surhumain ce qu'ils ont fait, une grosse étape, je ne sais pas, du Tour de France. Ils ont déjà fait 300 km de vélo, 5000 mètres de dénivelé. On se dit, bon, bah, il va aller se coucher, il est cassé. Non, la première chose qu'il fait, il va faire du vélo, après. En zone EF, donc en dessous du premier seuil, mais c'est le meilleur moyen d'utiliser en fait ses propres systèmes tampons pour éliminer les toxines. Donc ça ne se fait pas 24 heures plus tard, ça se fait immédiatement après l'effort. Hydratation très abondante, boisson, nutrition en protéines pour les microlésions et sommeil de qualité. Bref, voilà globalement ce qu'on peut dire. Donc là, ce que tu abordais, Bruno, les filières métaboliques, effectivement, tout d'abord, il faut faire des rappels qu'on a tous appris en médecine en P2 ou en D1, des notions de physio pas très cool, mais en fait, a posteriori, qui peuvent être très utiles. Les stockages de l'énergie, donc c'est dans la filière glucidique, donc dans le glycogène musculaire et hépatique, sachant que celui qu'on veut utiliser en course, c'est le glycogène musculaire, ce n'est pas celui du foie, ou peu celui du foie. On voit que le stockage, la rentabilité en fait de ce stockage en glycogène, c'est 4 kcal par gramme. Donc, on peut dire si par exemple on a 1 kg de glycogène, on a 4000 calories de stock. Donc en fait, c'est vraiment ridicule comparé au stock lipidique. Pour donner un ordre d'idée, un marathon, par exemple, on va dépenser 3000 calories à peu près. Hein. Donc on voit qu'on a à peine assez pour faire un marathon avec le stock de glycogène. Donc si on parle d'ultra longue distance, de 15 heures, 20 heures d'effort. J'allais dire surtout qu'on ne peut pas l'épuiser, et plus le stock est bas, moins on est performant. Exactement. Coup, si on vise la performance en général quand on a le dossard, on essaie de garder des stocks de glycogène. Exactement. Le but étant d'épargner au maximum ces stocks de glycogène. Sauf si on veut faire un entraînement pour favoriser la lipolyse. Oui, là, alors on va revoir ça aussi après. Parce qu'il faut que... assez bas en intensité. Et du coup, les lipides, c'est la principale zone de stockage de l'énergie. On voit que c'est beaucoup plus rentable, 9 kcal par gramme. Donc globalement, si on a à peu près 10 grammes de gras dans le corps, pour un bonhomme de 70 kg à peu près, 90 000 kcal. Donc là, on voit que le stock, il est beaucoup plus sérieux. Mais par contre, la disponibilité n'est pas aussi expéditive que la disponibilité du glycogène. Donc on va voir que les filières, elles se croisent, elles se superposent et elles se séparent selon l'intensité qu'on peut estimer avec le graphique que je vous avais montré sur les seuils et la VO2. Il y a une dernière zone de stockage que j'avais complètement oublié, l'ATP. Hyper nul hein, comme stockage, 15 calories, hein, pas kilocalories, hein, 15 calories par gramme. C'est-à-dire que pour avoir 2000 kilocalories, il faudrait qu'on ait 133 kg d'ATP. Autant dire que ce n'est pas du tout un bon stockage. C'est plutôt
un carburant énergétique, mais ce n'est pas mon stockage. Pour le 100 mètres, je crois que c'est les 6-7 premières secondes. Voilà, en fait, ça se vide en endurance de force en 5 secondes terminées. C'est vraiment... Donc, ce n'est pas un stockage, en fait. Le bilan énergétique, du coup, là, c'est intéressant. L'oxydation, donc quand on utilise la glycolyse, 38 ATP, ça rapporte. Donc, c'est pas mal. Et surtout, c'est très rapide. Donc, c'est une filière qu'on va utiliser pour les efforts brutaux, intenses, assez courts. Glycolyse. Et par contre, la lipolyse, ce que tu parlais, Bruno, pour les efforts très longs, eh ben, au fur et à mesure, ça va être la lipolyse qui va prendre le dessus. Elle rapporte plus d'ATP, par contre, c'est beaucoup plus long à mobiliser. Donc, grossièrement, voilà, quand on voit l'intensité de l'effort qui augmente en pourcentage de VO2 max, plus l'intensité de l'exercice augmente et plus la filière glucidique va baisser et plus la filière lipidique va être privilégiée. Donc, globalement, en dessous du premier seuil ou au premier seuil, ça va être vraiment la filière glucidique qui va être utile pour le métabolisme, pour rapporter des ATP. Entre le SV1 et le SV2, les deux filières vont un peu se superposer. Et au-delà du SV2, là, ça va être vraiment la filière pardon, je vous ai dit des bêtises. Avant le SV1, c'est la filière lipidique. Entre le SV1 et le SV2, c'est les deux filières. Et au-delà du SV2, c'est la filière glucidique pour les efforts vraiment violents. Au-delà du SV2, qui va être utilisé. Sachant que le SV2, on ne le tient vraiment pas longtemps. 45 minutes, 1 heure pour les super entraînés. Donc, on voit que les réserves glucidiques, en moins d'1 heure, c'est torché. Donc, le stock glucidique, en quelques heures, il est vidé. Alors que le stock lipidique, qu'on va utiliser plutôt pour du très long, donc typiquement les ultras, ça score plutôt au premier seuil. On ne tient pas son SV2 17 heures. Les meilleurs courent extrêmement proche du deuxième seuil. Pas pendant 24 heures. Alors, pas pendant 30 heures, je 40 crois heures. que si, sauf que ce n'est pas dans les bouquins ni en médecine du sport. Pas possible. Alors, tu crois que ce n'est pas possible, mais on fera une étude dessus. Il faut étudier les choses. Généralement, on dit que le SV2, alors, ça se tient moins d'1 heure. On n'a fait aucune étude dessus, on n'a rien publié dessus. Ah bah si, il y a on voit SV2, entre le SV1 et le SV2, là, c'est tu apportes juste en dessous du SV2. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais les meilleurs pour limite au SV2, en effet, pendant très longtemps. Presque 24 heures. Je suis d'accord avec toi. Entre le SV1, ce qui est exceptionnel, hein, entre le SV1 et le SV2, on peut tenir vraiment très très longtemps. Mais par contre, au SV2, vraiment, si tu regardes la fréquence cardiaque du SV2 sans le sous-estimer, la fréquence ou l'allure sur tapis que tu as, une vitesse ou une allure de course, cette allure-là, ils vont vraiment la tenir 35 minutes pour les champions qui vont faire un 10 km en 30 minutes. Et après, ils seront allongés par terre en PLS. Au SV2. Au SV2. Vraiment au taquet. Ouais. Alors qu'un marathon ou un marathon, ça se court plutôt autour du SV1, voire entre SV1 et SV2, tu as raison. Et les meilleurs marathoniens Les meilleurs marathoniens, ils arrivent à décaler leur seuil et en fait que leur premier seuil soit extrêmement haut. Et du coup, ils arrivent à rester, et ils arrivent aussi à rester proches de leur SV2, ce que le commun des mortels n'arrive pas. Le cerveau. On apprend en médecine du sport, on n'apprend pas l'ultra trail, et je pense qu'en ultra trail, c'est pareil, mais pas sur 2-3 heures. Sur 20 heures, 30 heures. C'est juste qu'on ne l'apprend pas, et je pense qu'on ne le sait pas. S'il y a des gens en médecine du sport, on m'a appris mes cours, on dit que les meilleurs au marathon courent un peu en dessous du SV2. Et je pense que globalement, c'est pareil, mais c'est presque aussi long qu'on veut. Après, je pense que la différence, c'est que c'est moins régulier sur l'ultra trail. Alors que sur un marathon, c'est vraiment à la fréquence, au battement près, quoi. On va dire la régularité. Sur un marathonien. Ce que je veux dire, il ne faut pas se dire, ah ouais, du coup, 3 heures, tu tiens proche du SV2, 6 heures, tu tiens bien moins, et 24 heures, tu tiens encore moins. Non. Un marathon, le coureur ne s'arrête jamais. Oui, il fait plein. C'est ça, c'est ultra régulier. Ça dépend du. Mais oui, globalement, il y a des ravitaux. Oui, on est un peu d'accord. Il s'arrête. Oui, mais pas les champions. Si, il s'arrête 3 minutes. Non, mais il s'arrête 3, 4, 5 minutes, il se déshabille, il change ses chaussettes, il boit, il y a le petit massage. Tout à fait, mais justement, c'est l'intérêt. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tenir théoriquement et en pratique presque indéfiniment en dessous du SV2 en apportant de l'eau, des glucides, on puise dans les lipides. Quand on est vraiment un sportif d'exception. D'exception, hein. Pas entraîné. Entraîné, c'est même le SV1 est dur à tenir.
Alors là, il faut voir à La Réunion. Sur 50 heures, on regarde les gens qui font un grand raid en 40-50 heures, leur fréquence moyenne, elle est à 105. 40-50 heures, ouais. Non, mais le top 20 de La Réunion, à mon avis, ils sont... Tu parles du top 20, donc de l'élite. De La Réunion. De La Réunion, mais on parle du très, très entraîné. On parle du très costaud, quoi. On parle pas du... Il y a 4000 gars quand même sur les coureurs. Le top 20, c'est la crème. Et eux, effectivement, non seulement ils ont des seuils qui sont très repoussés, qui sont assez hauts, donc ils arrivent, c'est ça l'intérêt de l'entraînement, ils arrivent à décaler leur seuil pour que leur premier seuil soit très rapide, en fait. Et en plus, ils ont une résistance à la difficulté, à l'effort et un mental qui est tout autre qu'un sportif pas entraîné. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se forcer à rester dans un régime assez haut longtemps. Alors que quand on court, le cerveau, en permanence, dans n'importe quelle course, plus la course est courte et plus ça peut jouer, le cerveau va nous dire de ralentir en permanence. Ça va être une bagarre contre soi-même. On voit quand on court un 10 km, qu'on court vraiment très rapidement, ou un marathon, même qu'on court moins vite, mais au bout de 2 heures, le cerveau va nous dire arrête, ralentis, tu verras, fais-moi confiance, tu te sentiras mieux. C'est vrai. C'est vrai. Et donc le cerveau, ça va être une bagarre permanente. Et les gens entraînés, ils arrivent à étendre leur cerveau et à garder l'allure sans se casser. Alors que quand on n'est pas entraîné, au bout d'un moment, le cerveau finit par gagner et on ralentit l'allure. L'allure baisse. Donc c'est vraiment, il y a un côté effectivement entraînement et un mental qui est autre chez un sportif élite. Juste en 2 secondes, pourquoi je soulignais ça? Parce que moi, quand j'étais revenu de métropole, j'avais compris que les meilleurs des marathoniens couraient un petit peu en dessous de SV2. Ouais. Et quand je suis arrivé, que les meilleurs trailers, parce que les médecins du sport ici vont les voir, les meilleurs, des fois on ne le sait pas, c'est pas marqué sur leur front, me disent ah ouais, tiens, je tiens 10 heures, 15 heures, 20 heures proche du SV2. Je disais non, c'est impossible. Et là, du coup, c'est juste pour dire aux autres médecins du sport, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. En fait, je suis d'accord avec toi. Entre le SV1 et SV2, on peut vraiment radicalement allonger les distances chez quelqu'un de très entraîné. Mais vraiment, il ne faut pas sous-estimer le SV2, déjà, quand on fait le test. Ce n'est pas facile d'avoir des seuils précis. C'est vraiment super dur en laboratoire, avec toutes les limites du laboratoire. Et en plus, effectivement, avec de l'entraînement, quand on est en dessous du SV2, du coup, on a les 2 filières, la filière glucidique et la filière lipidique qui se superposent. Et du coup, c'est ça que je disais, l'intérêt était quand même de ne pas manger que du sucre sur du très long, parce que ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ça marche pour du court, mais sur du long, la fréquence, la dépense énergétique va être quand même moindre, va avoir tendance à se rapprocher du SV1. Et du coup, la filière lipidique sera le carburant, en fait, pour le long. Ce n'est pas le sucre, le carburant pour du long. Par contre, pour un marathon, pour un 10 km, pour un triathlon, un 70.3, un semi-Ironman, des choses comme ça, là, effectivement, la filière glucidique, parce que les intensités sont majeures, on est au SV2, on est vraiment dans du très dur, et là, la filière glucidique est presque exclusive. Et du coup, là, l'alimentation 50 à 70 grammes par heure, là, ça va faire toute la différence. Si on ne respecte pas ça, on va se prendre un gros coup derrière la tête au bout de quelques heures, alors que ceux qui arrivent à s'alimenter à plus de 50 grammes, 60 grammes de sucre par heure, et bien là, ils vont pouvoir faire leur meilleur temps, leur meilleure performance. Et même Kipchoge, par exemple, sur du marathon, là, on parle encore de X-Men, qui arrive à faire en 2 heures un marathon, il arrive à ingérer 80 grammes de sucre par heure. C'est incroyable de réussir à absorber d'aussi grosses quantités. La majorité est vomi. Moi, j'ai déjà du mal à 50 grammes, je n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que ça s'apprend et l'entraînement. Une petite diapo aussi qui est assez ancienne, mais que je laisse à chaque fois parce que même en 2021, on entend beaucoup ça. On dit oui, quand j'entends tout le temps disent je suis fatigué à la fin de gros efforts, j'ai les jambes chargées d'acide lactique. Et c'est vraiment un mythe. Ça ne l'était pas il y a 40 ans, mais ça fait déjà une bonne vingtaine d'années où on a changé les connaissances en chimie et en biochimie. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, déjà, il n'y a pas d'acide lactique dans l'organisme humain. Pourquoi? Parce que l'acide lactique fait un couple acido-basique avec le lactate, donc une base et un acide. Donc, c'est une histoire de pKa, un pKa qui a 3,2 pour le couple acide lactique-lactate. À ce pKa-là, à une température de 37 degrés et un pH à 7,
ou 6,5 quand on est vraiment dans des efforts majeurs, et ben en fait, on est tout le temps sous la forme acide lactique. On n'est jamais sous la forme d'acide lactique, on est toujours sous la forme lactate, donc sous la forme de base. Donc déjà, on n'a pas d'acide lactique dans l'organisme, on n'a que du lactate. Et après, il y a encore une autre idée préconçue, c'est qu'on pense, quand on a compris qu'on n'a que du lactate, on pense que c'est le lactate qui est responsable de la fatigue, de la baisse de performance et tout et tout. Encore quelque chose qui est plus vraiment, qui est faux, quoi. Pourquoi? Parce que du coup, la glycolyse dont on a parlé, donc ça transforme un ion en glucose. Avant, on disait que c'était en pyruvate. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on ne s'arrête plus au pyruvate, on va jusqu'au lactate. La glycolyse, maintenant, dans les bouquins, c'est écrit transformation du glucose jusqu'au lactate. Et du coup, ces ions lactates en question, en fait, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est un carburant énergétique. Donc, il peut s'oxyder pour donner de l'énergie au niveau du cœur et au niveau des muscles. Il peut même carrément redonner du sucre. Dans l'inverse, néoglucogénèse, donc c'est le cycle de Cori, on connaît plus le Krebs dans l'autre sens, mais il y a aussi le Cori qui, au niveau du foie, synthétise du sucre et il est éliminé dans la sueur et dans les urines. Et du coup, il y a eu des études qui ont déjà plus de 20 ans, qui ont montré que le lactate est même proportionnel au niveau de performance. C'est-à-dire quand on prend des coureurs de 400 mètres, ceux qui ont les taux de lactate les plus hauts sont les meilleurs. Donc en fait, plus la lactatémie est importante, plus ça a un reflet de performance. Et bien sûr, l'entraînement permet aussi d'améliorer les systèmes tampons qui vont alcaliniser. Sachant que du coup, la formation de lactate, ce n'est pas un mécanisme acidifiant, c'est un mécanisme alcalinisant, parce qu'on capte un ion H+, entre le pyruvate et le lactate. Donc en fait, on a tendance à alcaliniser. Si le rein fait bien son travail. Oui, tout à fait. Le rein... Voilà, du coup, on voit les lactatémies chez un sujet qui n'est pas très entraîné. Ça monte vite, mais ça ne monte pas très très haut. Et sachant qu'il faut garder en tête que la lactatémie, du coup, qu'on mesure par capillarité, c'est le lactate qui est produit, moins le lactate qui est consommé. Du coup, chez le sportif qui est très entraîné, il va consommer énormément de lactate comme carburant énergétique et il va réussir à le tamponner beaucoup mieux qu'un sujet qui n'est pas entraîné. Et du coup, il va avoir une lactatémie majeure. Il ne faut pas croire que, en fait, il va avoir une accumulation et que ça va limiter son effort, sa performance. Donc, je trouvais que c'était intéressant de laisser cette diapo-là, je ne suis pas encore prêt à la retirer. Les types de séances, ça aussi, c'est souvent, on va entendre parler de ça, et juste pour comprendre un petit peu les grands types de séances. Donc, il y a j'ai mis des séances des plus intenses aux séances les moins intenses au niveau cardiovasculaire. Donc, les séances de force, c'est au-delà de 100% de la VO2 max. Ça permet, certains appellent aussi endurance de force, vous entendrez. Ça permet une adaptation au niveau des... Toutes les séances permettent une adaptation au niveau des tissus, mais forcément, plus les séances sont intenses, donc en haut, et plus l'adaptation est importante. Sauf qu'en contrepartie, on génère énormément de fatigue, de lésions et de risque de blessure. Mais globalement, la plus grosse adaptation, ça se fait forcément pour les séances de force et les séances de vitesse. Donc voilà les bénéfices qu'on peut en attendre. Séance de vitesse ou séance de VMA, on améliore la filière aérobie. En dessous, on a dit il y a le SV2, donc séance de seuil. Quand on dit seuil, pareil, c'est un abus de langage, on parle de deuxième seuil. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 2 seuils, mais souvent on dit je fais une séance de seuil, c'est en fait séance de SV2. Hein. Adaptation à l'effort. Après, séance d'allure spécifique, donc selon le type de discipline qu'on veut faire, hein, pour du marathon, on en a parlé, ou pour du 10 km, on n'aura pas les mêmes allures, on sera soit proche du SV1, soit proche du SV2. Et du coup, ça permet mentalement d'enregistrer une allure pour la course. Et après, les séances en endurance fondamentale, donc qui sont des séances qui sont souvent négligées par les sportifs, en réalité qui sont des séances super intéressantes, parce qu'elles sont très très basses au niveau exigence cardiovasculaire, mais elles permettent de faire énormément de volume sans générer trop de fatigue ou de risque de blessure. Donc on peut faire beaucoup de volume d'entraînement, contrairement à ces séances de vitesse ou des séances de force où on est très rapidement limité dans le nombre de séances par semaine. Et après, les sorties longues, pareil, c'est en EF ou au premier seuil, mais par contre pendant 3-4 heures.
Donc là, tu me dis, Bruno, on va parler un peu des pathologies. Vous me dites ce que vous avez déjà vu. S'il y a des choses que vous avez déjà vues, on passe quoi. Donc, sport et du coup, plus sur la santé. Déjà, les recommandations actuelles, qu'est-ce qui est conseillé au niveau activité physique? Donc, on voit en 2010, en Suisse, l'OMS, ils ont dit 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, plus de séances de renforcement musculaire par semaine. Chez l'adulte, chez l'enfant, 1 heure d'activité par jour, ça veut dire bouger pour un enfant. En France, ils font 8 minutes actuellement. Exactement. À partir de 10 ans, il n'y a plus que 5% des filles et 9% des petits garçons qui respectent ça. 1 heure d'activité par jour. C'est pourquoi la VMA de notre génération a 30-40 ans est 25% supérieure à celle actuelle. Ah oui, c'est incroyable. Je voyais dans le papier, jusqu'à 8-10 ans, les garçons-filles, ils arrivent à peu près à tenir la reco et c'est à peu près stable. Et après, à partir de 8-10 ans, il ne reste plus que 5% chez les filles et 9% chez les garçons qui font 1 heure de cours d'aggravation, bouger par jour. Mais on a souligné que la pente d'aggravation était en cours de réduction. Ça s'aggrave peut-être un peu moins que ça s'aggravait. Ah ouais, non, ça s'aggrave quoi. C'est hyper flippant. Ouais. Et le nourrisson, 3 heures d'activité par jour. Le PNN Santé France, 30 minutes de marche rapide par jour. Et après, la Société européenne de cardiologie de cette année, ils disent 300 minutes, donc 5 heures d'activité physique à intensité modérée par semaine, ou bien 150 minutes à intensité haute par semaine. C'est ça qui est recommandé. Donc déjà, c'est pas facile à suivre la reco, mais c'est avec ça qu'on voit vraiment des bénéfices majeurs, et on va voir juste après, c'est vraiment majeur, comme peu de médicaments sur la santé. Donc, pas facile à mettre en place, mais c'est ça qui est recommandé, c'est ça dans les études qui sort, quoi. Je vous parlais tout à l'heure de la classification de Mitchell. Pour les patients qui ont eu une cardiopathie, on voit que on va leur autoriser de la compétition que pour des sports à très faible cinétique, 1A, 2A. Donc, c'était vraiment les sports billard, golf, bowling, pour les gens qui ont été revascularisés, stent ou bien pontage, à plus de 12 mois, qui ont fait une rééducation, qui ont une bonne FEVG, une épreuve d'effort négative. Évidemment, il faut avoir ces critères-là pour pouvoir faire ces compétitions. En loisir, par contre, c'est beaucoup plus permissif. Aux États-Unis et en Europe, pareil, un petit peu moins que les États-Unis, mais on se rapproche des autorisations que donnent les Américains. Pour le coronarien à haut risque, pas de compétition. Donc là, par contre, s'il a une effet altéré, il est symptomatique, ou bien il fait de l'exstabilité ventriculaire, là, carrément, pas de compète, pas de loisir. Voilà, donc. Ensuite, donc, moi, j'essaie de faire des petits tableaux comme ça, par spécialité, des études où vraiment on a un niveau de preuve A, donc c'est le meilleur, c'est certitude scientifique, c'est les essais les plus costauds, randomisés, meilleur niveau de preuve. Donc pour les pathologies coronaires, à la cardiopathie ischémique, le sport, comme on a parlé, avec des protocoles dont on a parlé, baisse de la mortalité globale cardiovasculaire, ce qui est très rare, de voir quelque chose ou un médicament qui baisse la mortalité globale cardiovasculaire, c'est pas tous les jours qu'on en prescrit des traitements comme ça. Du nombre de réhospitalisations, amélioration de la qualité de vie, ça ressort presque à chaque fois. Augmentation du VO2, baisse de la pression artérielle, fréquence cardiaque de récup. Pardon, juste de combien à peu près? La pression artérielle, ouais. Ce que je voyais dans les papiers, c'est à peu près 4 mm de mercure sur une systolique. Donc c'est vraiment sérieux, c'est presque aussi puissant qu'un médicament, qu'un IEC, qu'un Quelqu'un qui a 16 heures, il a 12 heures. Ah non, 4 mm de mercure, pas 40. Ah non, t'es fou. Oui, non, c'est ça, ouais. Du coup, tu passes de 16 à 15,4. Donc quasiment pas grand-chose. Pas grand-chose. En réalité, c'est beaucoup. Un IEC, tu peux pas espérer. D'accord. Mais bon, quelqu'un, on lui dit, faites du sport et regardez ça ABC. En moyenne. Ok. Ça veut dire que sur une mesure, tu peux voir des baisses de 20. Enfin, par rapport à la mortalité ou vraiment des gros chiffres, la tension artérielle, ça marche un peu, mais... Voilà. Si, c'est quand même beaucoup. Franchement, c'est beaucoup parce que c'est surtout les sports d'endurance, les sports musculation, crossfit, tout ça, ça ne marche pas trop sur l'hypertension artérielle.
c'est un sujet très intéressant hein, dont tu parles. Et dans les études que j'ai vues, c'est surtout les sports d'endurance qui sont rentables pour l'HTA. Et l'effet a une rémanence d'à peu près 48 heures. C'est-à-dire quand on fait une sortie, je ne sais pas, 1h30 de footing, 1 heure de footing, l'effet sur la baisse de la tension artérielle va durer à peu près 48 heures. C'est pour ça qu'on recommande de faire au moins 3 fois du sport par semaine, pas 3 jours de suite d'ailleurs, c'est aussi écrit dans le reco. Quand ils disent 300 minutes par semaine, il y a écrit en dessous, je ne l'ai pas écrit, mais 5 jours sur 7, c'est-à-dire pas tous les jours, il faut laisser des jours de récup entre. Et du coup, l'effet dure 48 heures du footing sur la baisse de la pression artérielle, et du coup, au bout des 48 heures, on revient à la pression artérielle qu'on avait. Donc, si on veut vraiment avoir un effet sur une semaine, il faut faire 3 séances minimum par semaine. Mais perdre 3 à 5 mm de mercure sur une systolique et un peu moins, je crois, sur la diastolique, en réalité, c'est vraiment... Déjà, c'est gratuit, c'est du sport, et c'est presque aussi puissant qu'un ARA2, qu'un IEC ou qu'un anticalcique sur une moyenne systolique et diastolique. Donc, en fait, c'est vraiment pas du tout négligeable, c'est même un médicament à part entière dans la gestion de vos patients hypertendus. Après, on voit aussi des améliorations sur la qualité du sommeil, diminution des symptômes dépressifs. Okay. Sur l'AOMI, pareil, baisse de la mortalité globale, amélioration de la qualité de vie, et ça joue globalement sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Diabète de type 2, très gros niveau de preuve aussi, baisse de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire. En fait, souvent, mortalité toute cause, c'est parce qu'on arrive à baisser la mortalité cardiovasculaire et améliorer les facteurs de risque. Ça baisse l'HbA1c, ok. On améliore les capacités aérobies, les capacités de force musculaire. On perd un petit peu de poids et on a moins de complications liées au diabète. Pour le diabète de type 1, donc là, il y a moins d'études. Hein. C'est augmentation de l'activité physique aérobie. Donc là, vous voyez, c'est pas ressorti la mortalité cardiovasculaire contrairement au diabète de type 2. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu d'études qui montraient que ça sortait les MAPS. Baisse de l'insulinorésistance, baisse des besoins en insuline. Ça, par contre, c'est très rapide et les patients, ils se rendent vite compte. Baisse de la mortalité cardiovasculaire, c'est en B. Amélioration en fonction endothéliale. Composition corporelle, ça ressort souvent aussi, le pourcentage de masse grasse et de masse maigre, même plus que le poids. Activité physique et obésité. Pareil, beaucoup d'études, et du coup, ça a même mené à un consensus européen qui montre que du coup, l'activité physique, ça fait baisser la masse grasse viscérale. Donc, suite à un programme aérobien, dans chaque étude, les programmes sont un tout petit peu différents. Je ne les ai pas listés à chaque fois parce que ça chargeait un peu trop les diapos, mais globalement, c'était à peu près 30 à 1 heure d'activité physique par jour, comme ce qui est recommandé. Et du coup, dans le consensus, on disait qu'il fallait plus se concentrer sur la baisse de la masse grasse, donc de l'équilibre corporel, plus que sur le poids. Et d'ailleurs, maintenant, il faut de plus en plus, les papiers montrent qu'il ne faut pas trop viser des objectifs de poids, mais des objectifs de tour de taille. De tour de taille ou de pourcentage de masse grasse. Et en fait, le tour de taille et la masse grasse, c'est mieux corrélé déjà à la mortalité cardiovasculaire, et surtout, c'est beaucoup plus visible comme effet que le poids. Les tours de taille, même chez les femmes Oui, je crois aussi même chez les femmes, oui. Même les femmes, oui. Juste pour rebondir là-dessus, je crois qu'en rééducation cardiovasculaire, parce que du coup les gens se sentent sur leur poids, si on leur fait 3 à 6 mois de vélo, à la fin ils ont le poids stable, même pas qu'au bout de quelques semaines ils augmentent un peu parce qu'ils prennent de l'eau, on va dire ça de manière simpliste, et après ils ont perdu 2 kg de masse grasse, ils ont gagné 2 kg de masse maigre, ils sont en bien meilleure santé, exactement. Mais ils ne le voient pas sur la balance. Et ils sont déçus. Alors qu'en réalité, ils n'ont plus du tout la même santé. Ouais, donc ça, c'est sûr. Et après, juste pour enfoncer le coup, parce qu'on les voit beaucoup ce type de diapos, mais j'étais même avec un grand médecin endocrinologue que je ne cite pas, qui disait ah ouais, du coup, les obèses, il faut leur faire un peu du sport et du footing long. Et j'ai dit mais non, il faut faire de l'activité aérobie intensive, parce que par exemple, l'intensity interval training, c'était plus court, et on rajoute de la muscu. Oui. Et ça c'est sûr, c'est certain. Ça améliore les choses et c'est pas encore assez présent dans les topos. C'est vrai que souvent on dit que comme ce qu'on voyait à basse exigence cardiovasculaire, donc en dessous du premier seuil, en endurance fondamentale, on privilégie du coup la lipolyse et du coup on dit que bon bah on va brûler des graisses. Donc on va perdre un peu plus de poids en courant doucement qu'en courant vite. C'est pas faux, mais ce qui ressort dans le meilleur
apport cardiovasculaire et sur la santé, c'est les efforts de modérée à haute intensité. En fait, c'est le plus rentable au niveau entraînement cardiovasculaire, pulmonaire, musculaire. C'est là où on a le plus de gains. Mais après, il ne faut pas non plus décourager les gens de courir lentement. En fait, c'est quand même très rentable de courir lentement. Mais moi, je suis d'accord, mais il pourquoi il ne faut pas les décourager? Parce que le ressenti et le plaisir est plus important quand l'intensité est importante aussi. C'est vrai. Ça fait peur aux médecins. Oui. Mais après, il y a des gens qui partent de zéro. Il y a des gens qui partent de zéro. Pourquoi est-ce que les gens à zéro, on ne leur fait pas de l'intervalle training? On devrait. Dans les études, c'est ce qui ressort le plus. Hein. C'est ce qui ressort le plus, mais il y a une limite déjà. Il faut que ce soit encadré dans toutes les études. On dit que pourquoi D'accord, mais vu en rééducation cardiaque, tu dis la moitié n'en bénéficie pas. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas encadrer, envoyer tout le monde au sport intensif ou laisser les gens sédentaires tels qu'on est en train de le faire? Non, effectivement, tu as raison. Ah ben tu as le choix, ça c'est la vérité. On fait quoi? D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, le généraliste, il fait quoi? Il fait RCV, il n'y a pas de place en RCV. Ouais. Il fait rien. Non, il fait la prescription. Il a 10 minutes. Ou alors, allez-y, faites du sport. Ouais, tu as tout à fait raison. Il faudrait vraiment pousser les gens à ne pas avoir peur et à franchir ce gap. Il faut les pousser. Seul. Ah oui, il faut les pousser. Il faut les pousser, ça c'est sûr. À mettre de l'intensité. À mettre de l'intensité aussi. Et pourquoi tu as peur? Non, mais moi, j'ai pas peur. Et les autres, il ne faut pas qu'ils aient peur. En fait, c'est juste qu'il faut y aller progressivement quand même. Donc, il y a quand même un intérêt à la progressivité parce que déjà, tu peux décourager quelqu'un s'il a une blessure, il se blesse, il peut être dégoûté du sport et du coup, tu n'as pas les bénéfices au long cours. Pardon, excuse-moi. Et du coup, donc, il y a un risque de découragement, de blessure. Et puis d'arrêt. Hein. Oui, d'arrêt. Si tu n'as pas d'adhésion. Si tu n'as pas d'adhésion à ton projet. Tu auras beau dire. Alors, mais pourquoi il y a moins d'adhésion dans l'intensif que dans le pas intensif? C'est faux, les études disent le contraire. Mais oui. L'intensivité augmente le plaisir et la compliance. Bruno, toi, tu parles de. Mais chez qui moi, je te parle. Tiens, je vais te citer un exemple moi-même. Dans le dur, c'est hyper dur. Ça ne fait pas du tout envie. Du tout. Mais après, tu as une libération d'endorphine qui te fait du plaisir derrière, en fait. Très sociable. Vraiment. Ça dépend des gens. Là, tu parles de gens sportifs. Tu parles de base. Mais un gars qui il a 40 ans, il a en gros, entre la salle de gym un peu intensive où tu bouges, des fois tu vas à fond, des fois tu te reposes, des fois tu vas à fond, des fois tu vas là, versus le footing long, franchement, il y a plus d'adhérence sur l'intensif. Okay. Il y a des variations interindividuelles, je suis d'accord. Et on parle de profils qui aiment bien la basse intensité, de profils qui aiment la haute intensité. En dehors de ça, en moyenne, la compliance et le plaisir ressenti, toute population confondue, est supérieur. Oui, mais après, tu as d'autres limites. Au niveau individuel, on va s'adapter. Mais effectivement, ils ne font pas du sprint. Mais la bouboule africaine, là, qui est à 1m60, il va exploser. Mais tu le mets. Mais je ne dis pas de le mettre à 16 à l'heure, je dis de le mettre au-dessus de son propre SV2. Oui, tout à fait. Mais non, effectivement, c'est le plus. Il n'y a plus à discuter maintenant sur la rentabilité. C'est du fractionné, c'est de l'intensité. Oui, mais. C'est dur. La masse, personne. C'est un mot qui n'existe pas. On parle de sport de masse. De sport de masse. C'est la salle de gym, ouais, c'est très particulier. C'est très. Non, mais au-dessus, en gros, tu lui mets de l'intensité. Tu lui dis alterne, marche et marche rapide. Et du coup, elle va être essoufflée 1 minute, essoufflée lente. Oui, mais c'est ça la haute intensité. Mais c'est ce qui est fractionné. Mais si tu regardes. Elle ne peut pas aller au-dessus de ses capacités. Si elle ne peut pas courir au-dessus de 12, tu ne veux pas la faire courir à 16. Tu ne peux pas. C'est ce qui a écrit dans la reco européenne de cardiologie. Faire de l'intensité. Haute intensité, il y a écrit. C'est pas rien quand même. On ne peut pas faire plus précis. Ça, c'est ce qui est plus rentable. Voilà. Ouais. Mais après, ils ont quand même dit que si tu en faisais 2 fois plus à intensité modérée, tu avais un rendement aussi. Ouais. Donc, il ne faut pas. Je pense qu'il faut pas. Les deux ne sont pas exclusifs. Il ne faut pas exclure une pratique. Il n'y a pas de raison de se dire non, on va faire, c'est dangereux, les gens ne vont pas aimer, etc. Il y a vraiment un discours ambiant qui est faux. Oui. Je suis d'accord avec toi. Après, donc. Et nous, on donne des cours et en plus, on est médecin du sport. Enfin, pourquoi j'insiste? Parce que je suis un peu le garant de ça. Je suis d'accord, mais le discours inverse, il est tout le temps. C'est même pas vrai.
En fait, on va les mettre à salle de sport, on a des profs à pas, ils vont faire de l'intervalle training, ils vont le faire, il va y avoir une adhérence, l'adhérence va être supérieure et le bénéfice va être supérieur. Tout à fait. Donc, oui, mais là, je suis d'accord avec toi. Adapté à chacun de son niveau. Et un protocole encadré. Mais il y a plusieurs types de protocoles qui peuvent être en autonomie. Et du coup, c'est vrai que c'est plus difficile à mettre en application quelqu'un qui n'a aucune notion de pratique du sport, de ne pas respecter une progressivité et une mise en confiance dans ton activité sportive pour ensuite viser une élévation des intensités. Mais tu dois quand même commencer par la base, quoi. Et il faut les mettre sur le rail, et une fois qu'ils y sont, qu'ils y prennent goût et qu'ils voient des résultats assez rapides, en fait, et bien là, ils commenceront à toucher au plaisir dont tu parles de l'intensité. Tout le monde y touche, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu n'y touches pas quand tu démarres. Si tu démarres dans le rouge, ça peut vraiment décourager une bonne partie. Je pense, après. Et puis le côté encadré, je pense que c'est aussi le côté groupe. Ah oui, c'est complètement différent. Bien sûr. En rééducation, c'est ça, il y a un effet de stimulation de groupe qui est vraiment un énorme facteur limitant quand tu es tout seul chez toi et que tu te dis, je fais ça parce que j'ai du diabète et que c'est mon médecin qui me l'a dit, mais à part ça, j'ai aucune envie, j'ai aucun... Encore une fois, je ne suis pas d'accord parce que globalement, tu vas prendre le gars, tu lui dis 3 fois par semaine, tu vas faire un footing tranquillou, tout seul, non encadré et je te revois dans 3 mois. Ou alors tu lui dis, juste au pire, quand tu es motivé, tu cours, tu vas plus vite et après tu reviens et tu recours et tu fais 10 fois 1 minute et tu reviens voir dans 3 mois. Mais jamais ils le font. Celui qui a 40 ans, qui est obèse, jamais il le fait. Non, il fait marche rapide alors. Mais jamais il y va. Fais-le. Ok. Je sais pas, moi je suis pas d'accord. Je sais pas. Faudrait voir. Moi, en pratique, ils font peu. Très peu. Pourtant, de l'augmentation d'intensité. Qu'est-ce que tu en penses, Rodrigue? Ça arrive. Alors après, je suis d'accord. Non, mais il y a le souci, effectivement, c'est qu'il faut, on va dire, caresser le patient vis-à-vis de l'intensité pour arriver dans cette notion de progressivité et coupler, on va dire, le discours du médecin au discours de l'enseignant, du chargé de projet dans la structure, qui vont amener, on va dire, le patient très rapidement sur cette notion d'intervalle training. En fait. Donc, et après, et l'intensité, nuit à la compliance et au plaisir, c'est embêtant, quoi. On le fait très rapidement et les patients, effectivement, ils sont plus contents ou moins contents? Ils sont contents et ils sont même étonnés de leur capacité, tout en sachant que nous, on se base sur un bilan de la condition physique, on va dire, initiale, et on va très vite, justement, sur cette notion d'intensité, on va dire, alternée, fractionnée, qui ne pose pas du tout de soucis ou de problématiques, en tout cas aux patients, sur le traitement maladie chronique à aider. Il faut juste que ce soit adapté. Alors, c'est vrai que la notion de récompense, on l'acquiert plus vite en fractionné que si on court toujours à 5 à l'heure ou à 6 à l'heure. Là, 1 an, 2 ans après, on sera pareil. C'est juste la mise en route. Exactement, on peut pas tout seul. Exactement. C'est juste la mise en route. Après, mais il faut faire gaffe à ce discours qui, même dans les topos de cardio du sport, on a l'impression de croire que l'intensité, c'est un peu dangereux, on est frileux et tout. C'est juste la mise en route. Juste que le gars, il sorte de chez lui, qu'il mette ses baskets et qu'il y aille tout seul. Ça, c'est juste ça. Après, l'intensité, ça brûle bien, c'est bon. Il va se dire, allez, je vais aller me fumer une clope et j'aurai le même plaisir. Du coup, on disait sur l'obésité, effectivement, c'est plus intéressant, pareil, de regarder les tours de taille et les pourcentages que le poids pur. Effectivement, ce qui peut transformer du gras en muscle et ne perdre aucun poids, et du coup être découragé, alors qu'en réalité, il est en bien meilleure santé qu'initialement. Et d'ailleurs, j'ai même vu une étude qui montrait que des patients obèses, donc vraiment avec des IMC à plus de 30, qui étaient très sportifs et qui avaient du coup des pourcentages de masse grasse qui avaient baissé et des pourcentages de masse grasse viscérale qui avaient baissé, et des tours de taille qui ont baissé mais qui restent avec des IMC supérieurs, avaient une mortalité cardiovasculaire proche d'un sujet à poids normal. Contrairement au même IMC non sportif. Donc c'est franchement ultra important comme notion que moi j'avais pas jusqu'à non, c'est vraiment le VO2 max et c'est pas le poids. Et même la masse grasse, le truc c'est que c'est compliqué d'avoir beaucoup de masse grasse et de VO2 max. Du coup dans les études en fait on confond. Mais quand tu as beaucoup de masse grasse
Parce que clairement, la masse tout court, le poids, ça ne veut rien dire. Quelqu'un, il a un bon VO2 max et beaucoup de muscles et pas de gras, on est d'accord, sa masse grasse, c'est pas bon. La définition de l'obésité, d'ailleurs, c'est un haut pourcentage de masse grasse. Mais globalement, un haut pourcentage de masse grasse avec un très très bon VO2 max, en effet, c'est difficile, mais pas sûr que ce soit le meilleur critère. En tout cas, c'est vraiment le VO2 max. Je ne vais pas dire pas sûr que la masse grasse soit pas néfaste parce que bon, je ne vais pas inciter à avoir beaucoup de masse grasse, mais globalement, vraiment, ça a l'air de ressortir de ça. Et c'est peut-être un problème médical qu'au début, on ne prenait que le poids, que la masse grasse. Clairement, beaucoup de masse grasse, c'est compliqué d'avoir un VO2 max en 1000 kg important. Oui, c'est indexé au poids, donc c'est forcément la défaveur du patient. En fait. AVC, pareil, donc amélioration de la VO2, capacité fonctionnelle, qualité de vie. Là, ça ne ressort pas en mortalité cardiovasculaire, mais voilà, on se dit, bon, on descend les facteurs de risque, mais post-AVC, alors pareil, les protocoles sont très adaptés aux séquelles, hémiplégie, machin, donc c'est très compliqué. Il y a beaucoup moins d'études que j'ai trouvées là-dedans, mais la mortalité. Moi, je suis médecin rééducateur, le seul traitement d'un AVC, c'est l'activité physique. Je ne cherche pas. Le reste, ça ne sert à rien. Au point barre. C'est 10 fois supérieur à n'importe quel autre médicament. C'est le seul traitement. Prévention primaire, secondaire, tertiaire. Tertiaire aussi. Au point barre, le diapo est plié. TM6, ça ne sert à rien. C'est qu'à la fin, on perd la notion de bénéfice, quoi. Enfin, globalement, d'ailleurs, vélo versus ergothérapie de la main, le vélo est supérieur. C'est vraiment le meilleur facteur. Mais la mortalité ne ressort pas. La mortalité ne ressort pas après un AVC? Non. C'est une suspicion, c'est très probable, tout le monde le pense, mais il n'y a pas d'études. Enfin, moi, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Mais effectivement, probablement que si tu améliores ton VO2, c'est évident. Tous tes facteurs de risque vont s'améliorer. Le truc, c'est que le gars qui fait l'étude, ça sert à rien. C'est chaud. C'est prouvé. Faudrait. Alors, le gars qui. L'hypothèse inverse, c'est quand même compliqué à soutenir. Tout à fait. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'études. J'en ai pas trouvé. Peut-être que. Alors que post-infarctus. Non, mais sur la récupération même de l'hémiplégie, je te dis, c'est vélo, ergothérapie de la main. Versus vélo, ça améliore les choses. C'est fonctionnel. Les fonctions cardiovasculaires, on les a vues. Je suis d'accord avec toi. Faut-il le prouver? Faut-il faire l'étude? L'étude n'a pas d'intérêt. Mais c'est qualité de vie et récupération fonctionnelle du déficit neurologique. Il n'y a pas de discussion, je suis tout à fait d'accord. Mais après, sur la mortalité toute cause. Ça n'améliorerait pas les gens qui ont un AVC. Je suis d'accord. Ensuite, sur la BPCO, énorme bénéfice. Amélioration aussi de la tolérance à l'effort, sur la force, l'endurance des membres supérieurs, baisse du nombre d'hospitalisations et d'exacerbation de BPCO. Ensuite, sur l'asthme aussi, amélioration de la VO2, augmentation du nombre de jours sans symptômes. Après, par contre, l'état inflammatoire, pas d'études. Pas d'études. Bronchosmas post-effort, ça par contre, oui, mais c'était des trucs cas témoins, ce n'était pas des essais. Alors ça va peut-être un peu plus intéresser les MPR, c'est moins mon rayon. Pathologie ostéo-articulaire, il y a pléthore d'études. Lombalgie chronique, super intéressant. À Paris, Serge Poirodeau, il y avait peu de place en hospice de semaine. On prend les gens en hospice de semaine en lombalgie chronique quand c'est des patients actifs, parce que du coup, on essaie de faire gagner des sous à la société, et du coup, de leur faire reprendre le boulot. C'est entre 3 et 6 mois, parce qu'après 6 mois, on ne les récupère plus. Ils sont en arrêt de travail. On arrête. Exactement. Du coup, on les prend entre 3 et 6 mois, mais c'est comme en rééducation cardiovasculaire, il n'y a pas de place. Et du coup, Serge Poirodeau, il les prenait et il signait un contrat. Il dit, vous êtes lombalgique chronique, à la fin des 6 semaines d'hospice, vous nous faites 45 minutes dans le parc de Luxembourg, sinon vous ne venez pas. Du coup, c'est clairement le meilleur des traitements. Bien sûr. Voilà. Et sachant que c'est la pathologie qui est dramatique au niveau sociétal et coût arrêt de travail, c'est dingo. Arthrose membre inférieur, pareil, énorme diminution des douleurs, amélioration de la fonction, peu de médicaments et le sport vraiment, polyarthrite rhumatoïde, SPA. Pour la polyarthrite, j'ai vu un grade 1, des gros essais, diminution de la douleur, amélioration des fonctions. Cervicalgie chronique aussi. Alors là, je trouvais beaucoup plus intéressant, cancer. Amélioration du coup de la VO2, amélioration de la force musculaire, diminution de la fatigue pendant et post-chimiothérapie, amélioration de la qualité de vie, diminution du risque de récidive du néo. Hein. On parle de cancer solide. Hein. Les plus étudiés, c'était cancer du sein, prostate. Diminution du risque de récidive de la pathologie, mortalité globale et spécifique. Voilà, après cancer du sein
et cancer du côlon, mortalité globale. Hein. Donc c'est vraiment incroyable, il y a peu de traitements qui peuvent se targuer d'avoir... Alors attends, j'ai évoqué ce matin, mais revue de la littérature, je reprécise les chiffres. Sur 71 études bien conduites, 10 heures de sport versus 0, la mortalité par cancer après le cancer est divisée par 2. Ouais. La mortalité globale l'est encore plus. C'est énorme. Il y a peu de chimiothérapies qui peuvent... je ne suis pas cancérologue, mais il y en a. Ben non, moi, enfin, La mortalité par cancer, et c'est une revue de la littérature sur tous les cancers. Tout à fait d'accord. On les prend tous, on fait une moyenne. Et même, moi, ce que je ne l'ai pas mis là, parce que je ne vais pas foutre trop de diapos non plus, mais un des trucs les plus intéressants que j'ai vu, c'était des études en oncohémato sur les leucémies. Donc là, on parle de cancer solide, c'est là où il y a le plus d'études. Hein. Mais oncohémato, myélome, hémopathie maligne, l'activité physique et un traitement adjuvant aux chimiothérapies et aux radiothérapies, 38% de réponses supplémentaires au traitement chez ceux qui font du sport versus ceux qui ne font pas de sport. Une fois que tu es en RC, que ton oncohémato t'a tamponné rémission complète de ton hémopathie maligne, tu continues l'activité sportive, moins 24% de récidive de l'hémopathie maligne dans les années qui suivent. Donc c'est vraiment ultra puissant quoi, comme traitement. Et d'ailleurs, maintenant, depuis 5-10 ans, ils foutent des vélos dans les services d'hémato. Ils font pédaler les gars dans leur chambre. Même s'ils ont été irradiés corps entier, ils n'ont plus un poil sur le caillou, vélo. Ils ont eu des protocoles super agressifs. Il leur reste 3 plaquettes et 4 globules blancs. Vélo. Ils sont en rémission complète. Ils rentrent chez eux, plus de traitement. Vélo encore. Même quand ils sont sous flux, chambre de, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'hémato, ils sont sous chambre, pression positive, sous flux. Ils ont un vélo. Il faut s'habiller en cosmonaute pour leur amener un jus d'orange. Vélo quand même. Et ils foutent le vélo dans... Enfin, c'est vraiment ultra bénéfique. Et les oncomatos, ils jurent que par le sport. Hein. C'est ultra... C'est vraiment le... Non, mais c'est sûr. Ils ont raison. Ils ont raison. Et après, nous, quand on les voit après, il faut faire ça. Ouais. Si l'onco-hémato fait ça en hospice en 1, nous, on ne peut pas se permettre, après, quand on suit le gars, ça fait 6 mois, 1 an, de dire qu'il va à fond. Quoi. Franchement, ça, il faut le dire et le répéter, et que les gens le disent et le répètent au moins au milieu médical. Parce que même là, je discute avec les cancérologues, on me sort des fois, de temps en temps, certains cancérologues, ils me disent, bah oui, c'est vrai que c'est un peu bon pour la santé, c'est bon pour leur morale, il paraît que ça diminue la fatigue. Mais non. En moyenne, sur tes patients, ça diminue par 2 le risque de mortalité par cancer. Je sais que sur les autres maladies, tu rajoutes. Ouais. Vraiment, il faut diffuser le message. C'est sûr que c'est plus puissant que beaucoup de traitements pharmacologiques. C'est incroyable. Après... même en psychiatrie, sur la dépression... beaucoup d'effets aussi de l'activité physique, sur la schizophrénie, amélioration des troubles dépressifs, amélioration de la qualité de vie. Par contre, en gériatrie, aussi retarder l'entrée dans la démence, la diminution du déclin cognitif. Pareil, il y a des études où ils disent qu'il n'y a aucun traitement aucune molécule vraiment révolutionnaire dans la maladie d'Alzheimer, sauf le sport. Vraiment, hein, c'est le seul, comme tu disais, c'est le seul truc qui marche, quoi. Vraiment. Après, les mécanismes sont... J'arrivais pas à trouver vraiment de... je pense Ici, il y a Michel Stodankiewicz, qui est chef de service de pédopsie, MCU, qui se penche sur le sujet. Il y a des mécanismes, on peut lire des études, c'est compliqué pour le non-initié. Moi, je voyais un peu de libération de facteurs neurotrophiques qui favorisent la création de nouvelles synapses. Après, meilleure oxygénation, au niveau neuronal, c'était vraiment bénéfique. Ça baisse la dépression, donc ils prennent moins de psychotropes. Donc, c'est multifactoriel. Ça va être assez complexe. C'est multifactoriel. Mais voilà, je trouvais ça drôle. Donc, globalement, voilà, l'activité physique. Mais encore une fois, il ne faut pas en avoir peur de cette image. Franchement, il faut faire ça, ouais. Mais ouais. C'est vraiment ça. Voilà.
Merci beaucoup. De rien. Est-ce que vous avez des questions à distance? On ne vous a pas trop entendu. Non, pas de question. On les a endormis. Moi, je pense pas, ouais. Merci. Merci beaucoup. C'est cool de pouvoir débattre pendant. C'était extrêmement intéressant. Ouais, c'était ultra intéressant. En post-mondial.